28 juillet 1986. Montigny-lès-Metz, banlieue tranquille de Lorraine. Il fait chaud, les enfants jouent dehors. Dans quelques heures, deux familles vont basculer dans l'horreur. Et un adolescent de 15 ans va voir sa vie détruite par l'une des plus grandes erreurs judiciaires de France. Au box des accusés d'un tribunal, un jeune homme aux traits tirés, les mains qui tremblent. Il s'appelle Patrick Dils, il a 17 ans. Comment un adolescent sans histoire est-il devenu le coupable idéal d'un double meurtre d'enfants? L'histoire que vous allez découvrir défie l'entendement. 28 juillet 1986, 14h30. Cyril Beining, 8 ans, et Alexandre Bekrich, 10 ans, deux meilleurs amis inséparables, décident d'aller jouer près du transformateur électrique, terrain vague familier des gamins du quartier. Patrick Dils, lui, a 15 ans, un adolescent ordinaire, un peu renfermé, issu d'une famille modeste. Ce jour-là, il traîne dans le quartier, désœuvré pendant les vacances. Il ne sait pas que cette journée banale va détruire sa vie. 18h. Madame Beining s'inquiète. Cyril n'est pas rentré pour le goûter. Les recherches commencent. Parents, voisins, puis toute la cité se mobilise. L'angoisse monte. 21h45. Près du transformateur, dans les hautes herbes, deux petits corps sans vie. Cyril et Alexandre ont été sauvagement assassinés. Coups de couteau multiples. Une violence inouïe qui traumatise tous les témoins. La police boucle le périmètre, les projecteurs éclairent cette scène de cauchemar. Les habitants se regroupent, chuchotent, cherchent des coupables. Ils veulent justice. Ils l'auront, mais pas celle qu'ils espèrent. 29 juillet 1986. Les enquêteurs sont sous pression. Un double meurtre d'enfants, c'est l'urgence absolue. La presse s'empare de l'affaire, les familles réclament des réponses. Il faut un coupable, vite. Plusieurs témoins affirment avoir vu Patrick près du transformateur le jour du crime. Madame Schwartz jure l'avoir aperçu vers 15h. Monsieur Müller confirme, mais parle de 16h. Ces contradictions flagrantes auraient dû alerter. Elle passe inaperçue. 30 juillet. On frappe chez les Dils. Patrick dort quand les inspecteurs Bernard et Müller se présentent. Il monte dans la voiture de police, pensant à un simple témoignage. Il ne rentrera chez lui que 15 ans plus tard. Commissariat de Metz. Patrick, 15 ans, face à deux enquêteurs expérimentés. L'adolescent, impressionné, ne mesure pas les enjeux. Les questions commencent. Où était-il hier? Patrick répond naturellement. Il a traîné dans le quartier, regardé la télé chez sa grand-mère. Puis les enquêteurs mentionnent les témoins. Patrick, troublé, admet que c'est possible, qu'il se baladait dans le secteur. Cette simple admission devient un aveu de présence sur les lieux du crime. L'étau se resserre. Le ton durcit. Deux gamins sont morts, Patrick était là. L'adolescent panique, proteste qu'il ne les a pas touchés. Ces dénégations sont vues comme de la résistance. L'interrogatoire dure des heures. Patrick, mineur et seul, sans avocat ni parents. Une procédure légale à l'époque. Impensable aujourd'hui. 31 juillet, 2h du matin. 20 heures d'interrogatoire. Patrick est épuisé, désorienté, au bord de l'effondrement. Les enquêteurs martèlent qu'il ment, que les témoins l'ont vu. Puis, change de tactique. S'il avoue, ça ira mieux pour lui. Il est mineur. Il ne risque pas grand-chose. C'est le moment fatal. Épuisement, peur, manipulation psychologique. Patrick ne sait plus où il en est. Il veut que ça s'arrête. Rentrer chez lui. Alors il dit ce qu'on veut entendre. D'une voix brisée, Patrick avoue. Il prétend avoir suivi les enfants, voulu leur faire peur, et que c'est parti en vrille. Il parle d'accident, de panique. Ses aveux, extorqués à un mineur terrorisé, vont lui coûter 15 années de vie. Les détails qu'il donne étaient déjà dans la presse, ou suggérés par les questions policières. Mais personne ne s'en aperçoit. Février 1989. Palais de justice de Metz. Patrick, 18 ans, comparaît pour double meurtre. La prison l'a endurci mais aussi instruit. Il clame son innocence, explique avoir avoué sous contrainte. Ses rétractations sont vues comme de la manipulation. Le procureur présente un manipulateur aux aveux précis. Seul le coupable pouvait connaître ces détails. Mais ces éléments secrets étaient déjà publics ou suggérés. L'avocat tente de le démontrer. Son client avait 15 ans, face à des enquêteurs expérimentés. Les témoins se contredisent, mais seuls ceux à charge sont entendus. Au nom du peuple français, Patrick Dils est condamné à perpétuité. Dans la salle, les parents des victimes pleurent de soulagement. Ils pensent que justice est rendue. L'erreur judiciaire ne fait que commencer. Maison d'arrêt de Metz. Patrick découvre l'enfer carcéral. À 18 ans, condamné pour meurtre d'enfants, il porte l'étiquette la plus lourde. Les détenus qui tuent des enfants sont méprisés, menacés. Patrick doit apprendre à survivre, se battre, ne jamais montrer sa faiblesse. 1990. Première tentative de suicide. Dans sa cellule, Patrick a noué ses draps. Un gardien arrive à temps.
Patrick s'effondre, personne ne le croit. Il n'a plus d'avenir. Mais quelque chose refuse d'abandonner. La rage de l'innocent qui refuse de mourir pour un crime qu'il n'a pas commis. 1995. Bibliothèque de prison. Patrick dévore les livres de droit, devient autodidacte. Il étudie sa propre affaire, décortique chaque témoignage. Témoignage Schwartz, 15 heures. Témoignage Müller, 16 heures, même endroit. Impossible. Il y a une erreur. Patrick écrit des lettres, contacte des journalistes. La plupart finissent à la poubelle. Mais certains s'intéressent à ces témoignages contradictoires, à cette enquête bâclée. 1997. Maître Jakubowicz, avocat réputé, lit le dossier. Il le trouve troublant. Témoignages contradictoires, enquête expédiée, aveu extorqué à un mineur. Il accepte de reprendre l'affaire. Un nouvel espoir naît. 1999. Témoin numéro 1 de Jacques Pradel diffuse l'affaire. 13 ans après, les certitudes s'effritent. Madame Schwartz hésite. Plus, j'en suis sûr, mais je pense que c'était lui. Cette nuance est capitale. Surtout un nouveau témoin. Monsieur Albertini affirme avoir vu Patrick chez sa grand-mère vers 16 heures, regardant la télé. Il ne pouvait être au transformateur. Ce témoin irréprochable n'avait jamais été entendu. Comment est-ce possible? L'émission fait sensation. Pour la première fois, l'opinion doute. Et si Patrick était innocent? Et si la justice s'était trompée? 2000. Francis Holm, tueur en série, est arrêté à Reims. Lors de ses interrogatoires, il évoque spontanément d'autres crimes, dont Montigny-lès-Metz. Holm raconte les 2 petits de Metz, juillet 86. Il faisait très chaud. Il décrit les lieux avec précision, donne des détails que seul le vrai coupable connaît. Personne ne lui suggère rien. Il avoue spontanément, sans contrepartie. C'est l'aveu du vrai coupable. Holm, déjà condamné pour crimes similaires, révèle être l'auteur du double meurtre. Sa présence dans la région est confirmée. Contrairement aux aveux de Patrick, ceux de Holm sont spontanés, précis, vérifiables. 2001. Patrick reçoit l'appel qui change tout. Maître Jakubowicz annonce les aveux de Holm. Il dépose une demande de révision immédiatement. Patrick tremble d'émotion. Après 15 ans d'enfer, l'espoir renaît. Mais il a appris à ne pas trop y croire. Cette fois, c'est différent. Ils ont des preuves concrètes. Les médias s'emparent de l'affaire. L'opinion s'émeut. Comment un innocent a-t-il pu croupir 15 ans? Comment la justice a-t-elle pu se tromper à ce point? 2002. La commission de révision examine le dossier. Moment historique, ces instances sont rarissimes. Dans sa cellule, Patrick retient son souffle. L'affaire Dills est devenue symbole des dysfonctionnements judiciaires. Le verdict tombe. Les éléments nouveaux remettent en cause la culpabilité de Patrick Dills. La commission ordonne la révision. Patrick apprend la nouvelle au téléphone, ne peut retenir ses larmes. Il n'est pas encore libre, il faut un nouveau procès. 4 avril 2002, Palais de justice de Reims. Nouveau procès, atmosphère radicalement changée. Patrick n'est plus le coupable présumé, mais la victime d'une erreur judiciaire. Revirement saisissant, le procureur général requiert l'acquittement de Patrick Dills. Le même parquet qui réclamait sa tête 15 ans plus tôt demande sa libération. Le jury délibère. À la question fatidique, Patrick Dills est-il coupable? Réponse, non. Explosion de joie. Patrick s'effondre en larmes après 15 ans, 8 mois et 16 jours d'incarcération. 4 avril 2002. Patrick franchit les portes de prison. Flash, journaliste. Ébloui par la lumière oubliée, il découvre un monde changé. 15 années perdues. Sa jeunesse, sa famille. Internet, portable, 1000 révolutions ratées. 2006. État reconnaît sa responsabilité et l'indemnise, 372 000 €. Patrick reste amer, peut-on acheter 15 ans de vie? Mais c'est une reconnaissance officielle. Oui, l'État s'est trompé. Patrick refait sa vie. Marié, père, conférencier. Il sensibilise dans écoles et universités. Derrière chaque dossier, il y a un humain. La justice peut se tromper. Terriblement. Francis Holm, incarcéré à vie, n'a jamais été jugé pour Montigny-lès-Metz. Trop d'années ont passé. Cyril et Alexandre n'ont pas eu justice. Leurs familles vivent avec cette blessure. Connaître le vrai meurtrier sans le voir condamné. 2024, 38 ans après. L'affaire Patrick Dills a changé la procédure pénale. Avocat obligatoire pour mineurs, enregistrement, formation des enquêteurs. Patrick, 53 ans, continue son combat. Si son histoire évite qu'un autre innocent vive cela, ces 15 années n'auront pas été totalement perdues. L'affaire rappelle une vérité, la justice humaine est faillible. Quand elle se trompe, c'est une vie entière qui bascule. Cyril et Alexandre auraient 46 et 48 ans aujourd'hui. Le vrai crime, 2 vies fauchées, un innocent qui a payé. Patrick a survécu, reconstruit sa vie, trouvé un sens à son combat. Les cicatrices demeurent.
Son histoire interroge notre système judiciaire, la présomption d'innocence, le prix de l'erreur. Car oui, la justice peut se tromper. Et quand elle se trompe, c'est l'innocence qui meurt un peu. Patrick témoigne, il ne souhaite à personne de vivre cela. Mais il ne regrette rien. Cette épreuve lui a appris l'essentiel, la valeur de la liberté, la force de la vérité, et l'importance de ne jamais abandonner. En mémoire de Cyril Beining et Alexandre Beckrich, en hommage à tous les innocents victimes d'erreurs judiciaires.